Animalis, l'expert du bien-être et de la santé de vos animaux depuis 20 ans présente Sud Radio, vos animaux et vous. Prendre et décrypter l'intelligence et les émotions de nos animaux, voilà le sujet du jour en compagnie de Jessica Serra qui est éthologue et qui vient de sortir un ouvrage passionnant, Le grand livre de l'intelligence animale aux éditions Larousse. Jessica, dans cet ouvrage, vous citez des super pouvoirs chez les animaux. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer ? Oui, alors j'ai souhaité susciter en tout cas la fascination des plus jeunes et des plus grands à travers. C'est réussi, moi je vous le dis. Je vous conseille d'ailleurs d'acheter cet ouvrage parce qu'il est absolument passionnant. Alors j'ai parlé notamment des rythmes biologiques de l'animal parce que les animaux comme nous ont une horloge biologique interne qui leur permet d'être extrêmement rythmés, soit en fonction de ce qu'on appelle le rythme circadien, donc jour-nuit, soit en fonction des saisons. Donc ils possèdent une véritable horloge biologique interne. J'ai parlé également de la métamorphose qui est quelque chose de beaucoup plus connu mais qui fascine beaucoup, du camouflage et puis les capacités de mimétisme. Ça c'est assez incroyable lorsqu'on s'intéresse notamment aux araignées myrmécomorphes. Je ne sais pas si vous les connaissez, mais ce sont des petites araignées. Pas forcément, Jessica. Qui vont imiter les fourmis. Oui. Et elles vont les imiter si finement que finalement leurs pattes avant, qui sont plus nombreuses que celles des fourmis, parce qu'elles ont une paire de pattes supplémentaires, eh bien elles vont agiter leurs pattes avant pour imiter les antennes des fourmis, par exemple. Donc vous voyez à quel point le mimétisme est poussé. Donc voilà, j'ai essayé de faire un tour d'horizon des grands super pouvoirs des animaux pour que finalement on ait une explication rationnelle scientifique à ces pouvoirs, mais en gardant la fascination qu'on avait quand on était enfant et qu'on garde, je l'espère, quand on est plus grand. Eh bien écoutez, c'est tout à fait réussi. Merci Jessica pour votre intervention ce matin sur l'antenne de Sud Radio. Ce sujet est absolument passionnant. Donc je vous invite à découvrir le livre de Jessica Serra. Je vous rappelle son titre, Le grand livre de l'intelligence animale. C'est aux éditions Larousse. Et ce serait un joli cadeau de Noël pour tous ceux qui s'intéressent aux animaux. On reste dans notre période de Noël puisque je vais vous proposer de découvrir un autre livre sous un style totalement différent mais tout aussi fascinant en compagnie de mon deuxième invité qui est photographe. Tout de suite, notre séquence à l'état sauvage. Sud Radio, vos animaux à l'état sauvage. Rebonjour Adrien Favre, merci beaucoup d'être avec nous ce matin dans le studio de Sud Radio et en direct. Vous êtes photographe animalier, également réalisateur et vous avez l'habitude de sortir de très jolis livres de photographie. Vous venez d'auto-éditer même un livre qui s'appelle Le temps des forêts. Ce livre, il a une vraie vocation militante. Oui, c'est ça l'idée en fait, vraiment à travers la photographie de comme vous l'avez dit, de militer, d'apporter peut-être un message sur la préservation de la nature et son importance, que ce soit même en tant qu'être humain de la préserver parce qu'elle fait partie de notre patrimoine naturel et historique en fait. Et vous militez notamment pour une meilleure cohabitation entre la faune sauvage et l'être humain. Oui, exactement. Oui, j'essaye à travers mes photos toujours d'avoir des textes engagés, notamment donc de parler des difficultés de cohabitation qu'on rencontre aujourd'hui parfois avec la faune sauvage, que ce soit notamment avec les grands prédateurs, donc le loup ou même l'ours comme on l'a vu récemment dans. Oui, qu'est-ce que ça vous inspire d'ailleurs ce fait d'actualité là, cet ours qui a été tué dans les Pyrénées. Vous qui êtes un homme de terrain, avez-vous une réaction sur ce fait particulier ? Oui, ce que je trouve très dommage en fait, c'est que souvent donc on voit à travers la presse, on entend des infos un peu de manière éparse et on entend du coup, on n'a qu'une petite information et on nous dit que donc il y a eu un accident avec un ours et puis voilà. Un ours et un chasseur. Un ours et un chasseur, qui n'auraient pas connaissance de ce fait d'actualité. Donc un ours qui aurait attaqué un chasseur et puis après quand on creuse un peu cette histoire et on apprend quelques jours après que la chasse a eu lieu dans un endroit qui n'avait pas lieu d'être en fait, ce qui était interdit à la chasse, que sans doute des règles élémentaires n'ont pas été respectées, mais finalement on reste à première vue sur cet accident, mais après on ne parle plus du tout des causes de cet accident et c'est un petit peu dommage parce que du coup ça donne une mauvaise image de l'ours et ça donne encore plus de difficultés pour cohabiter avec lui, donc c'est vraiment dommageable je trouve. Vous, les grands prédateurs, ce sont vos sujets de prédilection pour vos photos ?
Oui, c'est vrai qu'il y a un côté fascinant. C'est ceux qui sont les plus difficiles à voir. C'est ceux qui nous fascinent. C'est ceux parfois qui ont mauvaise presse, qui font partie des contes qu'on nous a racontés quand on était enfant. Donc c'est vrai que c'est souvent des animaux mal aimés que j'ai à cœur de défendre et un peu de réhabiliter. Ouais, c'est vrai. Expliquez-moi votre parcours, Adrien. Comment êtes-vous tombé dans la photographie animalière ? Alors, j'ai un parcours un peu atypique. Moi, c'est vrai que je travaille dans l'audiovisuel. Et puis, fin 2014, début 2015, je me suis retrouvé en Inde à travailler avec une ONG, en fait, qui travaillait sur la préservation du tigre et la cohabitation avec les gens qui vivaient, donc les villageois qui vivaient proches, donc dans ce qu'on appelle les zones tampons, proches des réserves où il y a les tigres en Inde. Et du coup, c'est devant un peu ces chiffres, à savoir que fin 19e, début 20e, il y avait à peu près 100 000 tigres sur la planète. Et j'ai appris que donc, quand j'y étais à l'époque, donc il y a maintenant 6 ans, qu'il ne restait plus qu'environ 3500 tigres sur la planète. Et c'est un peu devant ces chiffres que j'ai pris conscience de tout ça et que j'ai eu envie, donc à la suite de rencontres avec des animaux sauvages en Inde, de un peu militer. Donc j'ai un peu fait un parcours, on va dire au départ, plus dans le bénévolat avec le milieu associatif, dans le militantisme. Et puis je me suis peu à peu, j'ai commencé à faire des films engagés donc sur la faune sauvage et je suis passé un peu de la vidéo à la photographie pour finalement devenir photographe professionnel au fil des années. C'est un métier qui doit être extrêmement compliqué. Expliquez-nous votre quotidien. Comment ça se passe ? Alors mon quotidien, ce qui est génial, c'est que c'est moi qui choisis un peu mes journées, mais c'est vrai que c'est les animaux. Ça c'est le bon côté, mais vous ne savez pas ce que vous allez photographier quand vous partez. Exactement. Alors j'essaie de travailler un peu en amont sur l'espèce que je veux, que j'espère rencontrer. Du coup, ça passe par beaucoup de repérages. Donc ça aller sur le terrain et trouver des traces de présence. Donc ça peut être des empreintes, des crottes, des choses comme ça. Et puis après, donc ma journée, c'est le matin très tôt et c'est souvent en fin d'après-midi aussi parce que c'est là que les animaux sortent le plus. Et du coup, c'est beaucoup rester en fait en affût. Donc on va dire c'est un peu comme être en planque et donc me camoufler, toujours être face au vent et attendre que les animaux viennent à ma rencontre. Dans le meilleur des cas, mais on va dire que dans 3/4 des cas, je ne vois strictement rien et c'est surtout de l'attente. C'est de la contemplation. Quand ça arrive, là, c'est un moment d'extrême satisfaction, d'excitation, d'émotion aussi peut-être. Ouais, bien sûr, c'est quelque chose de toujours. En fait, c'est vrai qu'on passe énormément de temps sans rien voir, mais que finalement, quand on a la chance d'apercevoir un animal, on oublie un peu tous ces moments où finalement on a pu trouver le temps long et on oublie tout et c'est uniquement de la joie, c'est beaucoup d'émotions. C'est vrai que surtout, plus on travaille longtemps sur une espèce et plus la récompense elle est grande et plus c'est un moment on va dire unique et inoubliable, c'est sûr. Dans votre mémoire de photographe animalier, quels sont les moments forts comme ça dans ces rencontres ? Il y en a plusieurs. C'est pas forcément avec des espèces les moins communes. Ça peut être notamment, moi je me souviens de ma première rencontre en avril 2016 avec un renard. C'était un moment inoubliable et moi ça fait partie des moments qui m'ont le plus marqué. La rencontre, je dirais avec les ours en Alaska où aujourd'hui je vis sur le massif jurassien. Ça a été cette année la rencontre avec le lynx. Il y a beaucoup de il y a plein de rencontres comme ça que j'ai fait au fil du temps qui sont inoubliables et j'ai envie de dire que toutes celles que je fais au quotidien sont importantes et comptent pour moi. Ouais. Est-ce que vous les provoquez ces rencontres ou est-ce que vous êtes vraiment en attente suite à des repérages ? On a bien compris, c'est pas une attente au hasard, mais est-ce que vous ne modifiez pas les choses ou est-ce que vous allez provoquer une réaction de l'animal pour obtenir une photographie ? Alors le but, c'est vrai que dans la photographie animalière, on va dire, c'est d'essayer vraiment de moins déranger la faune sauvage. Parce que tous vos confrères ne sont pas forcément dans ce mode de photographie-là. Je dirais qu'en fait, ça fait vraiment partie du leitmotiv. Après, vous dire que je n'ai jamais dérangé, ce serait mentir, parce que parfois, malheureusement, on est humain, et parfois, on fait des erreurs. Vous ne mettez pas d'appât ou de choses comme ça pour provoquer une rencontre. Mais parfois, c'est vrai qu'avec l'excitation, on peut être amené à faire des erreurs, à prendre des mauvaises décisions sur à un moment donné. C'est vrai que quand on cherche longtemps un animal, on peut être amené à prendre une mauvaise décision à l'instant T, mais le but, vraiment, une photo qui est réussie aujourd'hui, c'est vraiment ce que j'essaye de faire, c'est-à-dire d'avoir un comportement le plus irréprochable et de moins déranger possible la faune. Et c'est vrai que la photo parfaite, c'est celle où l'animal ne nous voit pas, au moins en France, parce que les animaux sont très apeurés, ont très peur de l'homme parce qu'il y a une grosse pression de chasse. Et du coup, c'est vrai que le but, c'est vraiment de moins déranger à chaque fois. Comment est-ce que vous pourriez qualifier votre style photographique ? C'est toujours compliqué de se qualifier, de se définir soi-même. Disons que dans un premier temps, j'aimais
j'aimais bien les grosses proximités parce que moi, avant de faire de la photographie animalière, j'ai fait beaucoup de photos de rue, de portraits humains, donc j'aimais bien être dans quelque chose d'assez proche. Et aujourd'hui, c'est vrai que de plus en plus, j'aime mettre l'animal dans son élément ou travailler dans des milieux épurés, que ce soit donc pendant l'hiver, dans la neige ou avec des ambiances assez sombres. Donc ça dépend. Mais c'est vrai que aujourd'hui, j'ai tendance à essayer de remettre un peu plus l'animal dans son écosystème et c'est ça que je trouve intéressant. On a bien compris que votre parcours vous a amené à voyager au travers le monde à la rencontre de plein d'espèces. Aujourd'hui, j'imagine qu'avec les conditions sanitaires, vous avez revu un peu ces périples, peut-être pour vous focaliser davantage sur la faune française. Exactement. Du coup, c'est vrai que moi, au tout début du Covid, j'étais au Canada et aux États-Unis où j'étais resté à peu près 3 mois. Et donc, je suis rentré fin février, début mars. Donc, c'était 2020. Et ça a été un peu un chamboulement de vie. Donc, je suis passé, c'est sûr, à un métier qui m'a amené voyager un petit peu partout, à un travail au niveau très local, finalement, dans un rayon de 30 minutes, on va dire 1 heure grand maximum de chez moi depuis il faut dire que dans le Jura, vous avez quand même une abondance d'espèces animales assez phénoménale. Oui, c'est vrai, on est très gâtés, c'est des endroits qui sont encore très préservés, il y a une densité humaine qui n'est pas forcément immense, il y a encore des forêts un peu partout qui sont quand même plutôt préservées, même s'il y a des choses à redire là-dessus sur la gestion des forêts. Mais oui, c'est vrai qu'il y a énormément d'espèces à observer et que les animaux, je trouve, en tout cas en France, sont pas trop mal lotis là-bas. Est-ce que vous pouvez nous décrire votre livre « Le temps des forêts » ? Qu'est-ce que l'on y découvre ? Alors on y découvre un peu donc ce cheminement là depuis le Covid, c'est-à-dire la vie d'un photographe qui voyageait peut-être trop, je dois l'avouer, pour photographier, qui finalement a un peu changé sa façon de faire et qui du coup a travaillé vraiment au niveau local. Et c'est vraiment quelque chose pour moi aujourd'hui qui me tient à cœur, d'essayer d'être plus dans l'air du temps peut-être et de m'émerveiller encore plus de la faune qui m'entoure. Donc c'est des ambiances, c'est ce que je disais, d'essayer de remettre des animaux un peu plus dans leur biotope, dans leur écosystème, et de montrer aussi les différentes espèces qui peuplent notamment ma région, le Jura, et puis aussi également d'avoir un propos engagé donc sur les modes de vie humains qui peuvent détruire la nature. Sur la chasse aussi, notamment, de dénoncer toutes ces choses qui font que aujourd'hui la cohabitation entre les animaux sauvages et les êtres humains est difficile et qu'il faut changer des choses pour vraiment redonner une place aux sauvages et un peu réensauvager notre monde un peu dit civilisé. Le renard qui a une place importante dans vos photographies, c'est un animal que vous aimez beaucoup photographier. Ouais, c'est vrai que c'est un animal que j'aime énormément pour plein de choses. Déjà parce que c'est un animal qui est très mal aimé. Il faut savoir qu'en France, il y a plus de 600 000 renards qui sont tués chaque année, que c'est un animal qui est toujours classé nuisible. Espèce susceptible d'occasionner des dégâts, et du coup qui est complètement ça c'est la nouvelle nomenclature, mais ça veut dire la même chose. C'est exactement la même chose. Donc c'est un animal qui est très persécuté pour plein de raisons, pour raisons sanitaires, même si aujourd'hui ce n'est plus avéré, notamment avec la rage qui n'existe plus en France, parce qu'il attaquerait les poulaillers qui sont mal protégés, pour plein de petites raisons comme ça, alors qu'en fait c'est vraiment un allié de l'agriculture. Il peut notamment lutter contre les invasions de rongeurs, aujourd'hui même contre la maladie de Lyme et plein d'autres choses comme ça. Donc c'est un animal qui est, au-delà d'être magnifique, je trouve qu'il est très photogénique, qui est très attachant, qui fait partie de plein d'histoires qu'on nous a racontées quand on était enfant, comme le Petit Prince ou dans les Fables de La Fontaine. Il avait aussi le mauvais rôle, mais parfois, notamment dans le Petit Prince, il a un rôle très important. Donc c'est vrai que c'est un animal que j'ai à cœur de défendre, de réhabiliter. Et puis les choses bougent un petit peu, mais c'est vrai que ça va pas assez vite et c'est un animal qui mériterait vraiment un autre statut juridique. Et dans votre région, il y a une espèce emblématique qui est le lynx. Vous avez eu l'occasion de le photographier à plusieurs reprises. Alors j'ai eu l'occasion j'ai fait 2 rencontres donc cette année. C'est assez intéressant parce que tout à l'heure vous parliez du fait de ne pas déranger les animaux. Et c'est vrai que j'ai un peu raté ma première rencontre du fait que justement dans les citations, et ça faisait 6 mois que je le cherchais, que du coup j'ai pas fait ce qu'il fallait. Et j'ai eu la chance de le revoir un mois plus tard. Et du coup là ça a été beaucoup plus calme, beaucoup plus mesuré parce que je m'y étais mieux préparé. Et du coup, j'ai pu immortaliser le moment en photographie et c'était vraiment un moment hors du temps, magique et un rêve pour moi de voir cette espèce qui est très menacée en France. Peu de gens savent qu'il y a des lynx en France. Il resterait entre 120 et 150 individus. Et c'est vrai que c'est... Et le lynx
conquièrent un peu notre territoire de manière naturelle. De manière naturelle, en fait, il n'y en avait plus du tout quasiment donc, vers chez nous, donc autour de la France, en Europe en tout cas. Il a été réintroduit dans les années 70 en Suisse et il est revenu naturellement donc en France par le massif du Jura. Il recolonise donc le Jura maintenant, un petit peu aussi donc tout le massif du Jura et un petit peu aussi les Alpes. Et il y a beaucoup d'associations notamment qui travaillent pour protéger le lynx, notamment un centre de soins qui s'appelle le Centre Athénas qui fait beaucoup de choses dans la région pour le lynx et beaucoup d'autres associations aussi. Et c'est vrai que c'est un animal qui malheureusement encore est toujours braconné, qui est encore victime de collisions routières, qui est mal aimé notamment par le milieu cynégétique, donc la chasse, qui continue à penser que s'il y a des lynx, il y a moins de proies potentielles pour eux, donc moins de gibier comme ils aiment appeler, que ce soit chamois ou chevreuil, donc qui s'évertue un peu parfois à continuer à tuer cet animal alors que c'est strictement une espèce interdit. Protégée en plus, voilà. Très très protégé, voilà, en voie d'extinction en France pour le coup. Donc c'est important aussi de parler de cet animal emblématique de ma région. Ouais. Dans votre ouvrage, il y a aussi des photographies de jeunes animaux, donc j'imagine que la saisonnalité est importante pour vous dans l'approche de l'animal, dans ce que vous allez découvrir. Le printemps, c'est le moment des naissances, les petits qui sortent, ça doit être plein d'émotions. Oui, c'est un peu comme vous l'aviez dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en fait mon emploi du temps il est un peu rythmé par la vie des animaux sauvages. Donc je sais que telle ou telle espèce a un créneau de reproduction à cet instant-là, un créneau d'accouplement, de dispersion. Donc ça me permet aussi de voir telle ou telle espèce à tel moment de l'année. C'est vrai que c'est assez intéressant, notamment comme vous l'avez dit le printemps, qui est une période un peu qui est magnifique parce qu'on voit la nature revenir, on voit tout reverdir et puis on voit surtout les nouvelles générations qui naissent et ça c'est quelque chose d'assez incroyable d'assister à ce spectacle, de voir les jeunes renardeaux notamment s'émanciper, c'est quelque chose d'assez unique et c'est une saison vraiment très particulière et que j'apprécie énormément. Donc dans votre ouvrage qui s'appelle Le temps des forêts et que vous auto-éditez d'ailleurs, vous avez fait le choix non seulement d'avoir des textes engagés, parfois les photographes font écrire leurs textes par d'autres personnes, non, vous ce sont vos propres textes, vos envies, vos convictions et en plus vous allez reverser une partie des bénéfices pour soutenir des associations. Alors en fait on a fait un crowdfunding, donc un financement participatif où il y a 10% donc des bénéfices qui ont été reversés à 2 associations, notamment l'ASPAS, qui est une association qui œuvre donc pour les animaux sauvages, vraiment au niveau surtout juridique, et qui crée des réserves de vie sauvage un peu partout en France, et que je recommande énormément. C'est-à-dire qu'en fait, via des dons, ils achètent des parcelles de terrain qui vont rendre à la nature et réensauvager. Et la deuxième association, c'est donc c'est le Centre de soins L'Hirondelle, qui est à Lyon, qui est une association que j'aime beaucoup aussi, donc qui recueille des animaux des animaux sauvages blessés, pour les soigner, ensuite les remettre dans la nature. Eh bien, merci infiniment, Adrien. Donc, je rappelle le titre de votre ouvrage qu'on découvre également pour ceux qui nous suivent en vidéo sur nos réseaux sociaux. Le temps des forêts, c'est magnifique. Là encore, un cadeau de Noël à ne pas rater parce que c'est un vrai moment de plaisir, de partage. Vous nous embarquez avec vous dans votre univers, au milieu de ces animaux qui sont là, juste à côté de nous, dans nos campagnes et surtout dans nos forêts. Merci infiniment. Merci beaucoup. À très bientôt. Vous êtes le bienvenu quand vous voulez dans cette émission. Un grand merci. Allez, on marque à nouveau une courte pause et on se retrouve juste après. On va parler des chevaux. Radio Vos Animaux. Question veto. Bonjour à tous, rebonjour plutôt. C'est notre réalisateur qui me perturbe ce matin. Il danse derrière ses écrans. Et oui, il faudrait que les caméras de temps en temps soient tournées de l'autre côté pour que vous participiez avec moi à ce qui se passe. Allez, c'est l'heure de notre question veto et c'est Elodia qui est avec nous. Bonjour Elodia. Bonjour. Vous aviez une question à me poser, je vous écoute. Oui, en fait, j'ai un dogo croisé boxer de 2 ans qui mange absolument tout ce qu'il trouve par terre dehors. Ah, d'accord. Bon, je vois. Il a toujours fait ça, j'imagine, c'est pas nouveau. Oui, voilà, et j'ai tout essayé pour essayer de lui faire arrêter, mais rien n'y fait. Mais le problème, c'est qu'un jour, on ne sait jamais sur quoi on peut tomber, parce que... Complètement. Il y a des gens qui sont assez malveillants, on va dire, et qui s'amusent à tendre des pièges aux animaux, donc voilà. J'ai pas envie qu'un jour je me retrouve aux urgences à cause de ça, quoi. Qu'est-ce que vous avez essayé quand vous dites que vous aviez tout essayé, Elodia ?
Alors là, pas avec des friandises pour le faire se désintéresser de ce qu'il y a par terre et qu'il détourne son regard. J'ai même essayé avec un licol qui, du coup, permet de pouvoir lui tourner la tête plus facilement sans le blesser, sans lui faire de mal. Oui. Du coup, quand il était en laisse, voilà, le rappel au pied de non laisse, pas toucher, parce que du coup, je lui ai appris le pas toucher. Mais à la maison, ça fonctionne très bien. Mais du coup, en extérieur... ça, c'est intéressant. Ouais, en extérieur, du coup, ça fonctionne pas du tout. Mm-hmm. Donc voilà, et puis du coup je crois que c'est à peu près tout. Ok, donc en fait à écouter ce que vous me dites là, je comprends que malgré tout il a su progresser en étant à la maison attentif au non pas touché, et en extérieur vous n'arrivez pas à ce que cet ordre-là ait du sens pour lui. Alors ça veut dire que peut-être qu'il faut recommencer ce que vous avez fait avec une friandise qui lui permette de détourner son attention de ce qu'il va trouver sur le trottoir au cours de la balade, mais il va falloir trouver la friandise qui soit beaucoup plus stimulante pour lui. Donc il faut que vous essayiez des choses très variées pour trouver la friandise qui sera utilisée uniquement en balade, qui va avoir la valeur suprême à ses yeux, qui va dépasser tout l'attrait des choses qu'il peut trouver dans son environnement. D'accord. C'est vraiment ça la solution avec des chiens comme ça qui sont vraiment à l'affût de tout ce qui peut traîner, c'est que l'environnement pour eux c'est une source d'information, c'est vraiment un truc hyper attrayant, et donc il va falloir que vous associez ce non pas touché à quelque chose qui va avoir une valeur encore plus importante que ce qu'il va trouver. Donc après ça va dépendre de ses goûts personnels, c'est pour ça qu'il faut faire des essais, mais il y a des friandises telles des knackis, des choses comme ça qui peuvent avoir cette valeur-là à ses yeux. Là, c'est vrai que même à la maison, le non pas touché, on est actuellement sur du saucisson. On lui pose devant le museau et en fait, il doit rester couché sans jamais le prendre dans notre dos, on va dire. D'accord. Et ça fonctionne très bien. Et du coup, il sait que forcément, par la suite... Et qu'est-ce que vous lui donnez comme récompense ? Il a le droit de manger du coup le saucisson après. Ah oui, alors ça, par contre, il faudrait justement que la récompense soit différente de l'objet que vous lui mettez devant sa vue. D'accord. Parce que sinon, vous lui passez un message qui est un petit peu confus. D'accord. Donc, si vous avez l'impression que pour lui, le truc, le cadeau suprême, c'est le saucisson, alors pourquoi pas, faut pas en abuser, mais pourquoi pas. Mais ça va pas être l'objet que vous allez utiliser pour justement essayer de rééduquer son comportement. D'accord. Ok. Eh bien, merci pour votre appel, Elodia. Bon week-end à vous.